Donc, vidéo pour l'intégration et la création d'ombres virtuelles par rapport au modèle. Et alors, ça va pas être très classe, mais je vais me moucher en plein milieu de la vidéo. Mais ça, c'est le problème du rhume des fois. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est les 4 ans de Kung Fu, ça vous apprend à faire un ki. Hein. Donc, bonjour, hop, et c'est enregistré en plus, c'est génial. Ok, donc instinctivement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Tiens, on va faire une ombre en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Attendez, je vais mettre le calque. Je crée un calque en dessous. Non, Igor. Hop, on va créer un nouveau calque. Instinctivement, on pourrait se dire, allez, on va faire une ombre. On va prendre un coup de pinceau et on va faire... attendez, commande Z, on va augmenter le flux. Hop, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Hop. Et on va diminuer l'opacité. On va dire, tiens, c'est une ombre. Voilà, c'est fait, c'est fini. Bonjour, au revoir. On est d'accord, c'est pas ça. On pourrait se dire, ah bah tiens, oui, mais cette ombre, qu'est-ce qui se passe dans la réalité avec une ombre? On va aller voir. Et ça ne veut pas s'envoyer. Super Swiss Transfer, t'es de la merde. Donc, ombre. On va bien trouver des trucs d'images. Alors, qu'est-ce qui est intéressant comme ombre? Ouais, mais... Putain, mais... Putain, mais Ecosia... Je suis pour les plantes, hein, mais à un moment donné... Ah, félicitations, oui. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est intéressante ici? Voilà, celle-ci. Celle-ci ou une autre? Putain, mais c'est que de la merde, tous ces trucs. Putain, mais foutage de gueule, quoi. J'aurais dû faire une recherche avant, mais bref. Voilà, on va se baser, voilà, celle-ci, ça va le faire. Allez. Alors, regardez justement l'ombre. Oh, Pinterest, je te hais, je vous hais tous les réseaux sociaux, putain, mais vous me faites chier, quoi. On ne sait pas avoir une bête image sans avoir des réseaux sociaux dessus. Ouais, bref, quand on analyse cette image-ci, et surtout l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Ben, bon, je suis désolé pour la surcouche, mais regardez, il y a l'ombre ici, qui est plus nette. Il y a une ombre ici, mais qui est malheureusement un petit peu éclairée. Il y a une ombre, donc il y a en fait, les ombres, c'est presque des couches. Une ombre, c'est une construction de plein d'éléments différents, avec des niveaux de dégradé et des niveaux de flou différents. Tu vas voir qu'on va avoir ici une zone qui va être ombragée, mais qui va avoir un petit... Là, c'est plus flou que là. Tu vois, quand tu zoomes dessus, là, c'est plus net que là. Là, le dégradé est un peu plus flou. Tu vas voir qu'ici, cette zone-ci qui est un petit peu plus sombre, là, c'est un peu plus sombre. Et alors, ce qui touche vraiment au sol même, c'est encore un peu plus sombre. C'est comme si on avait des couches et des intensités de... Allez, de dégradé et des intensités d'ombre et des intensités de flou qui étaient différents. Donc si on se base sur ce principe-ci, bah, instinctivement, quand tu veux être un petit peu cheap et créer tes ombres, tu vas faire ça. Tu peux, si tu veux, faire un petit dégradé, tu vois, pour un petit peu atténuer un petit peu là ton ombre. Tu peux lui mettre un petit flou gaussien si tu veux. Tu peux travailler sur faire des ombres très cheap de cet aspect-là, mais ça fait pas hyper réaliste. Tu peux. Il y a certains cas de figure où ça passe, tu vois. Mais non.
on va essayer d'être un petit peu plus intelligent. Ce que tu peux faire aussi, par exemple, ça peut marcher, c'est que tu peux faire une sélection de ton modèle. On va ici faire un nouveau calque, et sur cette sélection, on va le remplir avec du noir, par exemple. Ça peut marcher, hein. Hop. Je vais désélectionner, et du coup, tu vois que j'ai mon ombre qui est là, et j'ai mon sujet qui est là. Là, tu peux faire un petit commenté pour le transformer. Tu peux faire, par exemple, modifier selon la perspective. Et attention les yeux, je sais que ça fait bizarre, mais du coup, tu peux le flipper si tu veux. Tu peux un petit peu l'orienter pour aller dans le sens de l'ombre un petit peu que tu veux aller. Le placer un petit peu comme tu veux, le réorienter si tu veux. Même le... Non, Igor. Tu peux évidemment te servir de ça pour faire ton ombre de base. Après, on peut l'ajuster encore un petit peu. Commande T. Hop, Enter. Donc tu pourrais te servir de ça comme ton ombre de base. Ok ? Maintenant, dessus, du coup, ta silhouette va être déjà un petit peu plus juste. Tu peux l'orienter encore un peu plus si tu veux, mais on va le garder comme ça pour l'exercice. Tu peux, si par exemple tu avais une texture en dessous, tu peux le passer en mode multiply pour qu'il soit, évidemment, le problème c'est que la texture ici va être, comme le sujet est déjà assez sombre, le fait de le mettre en multiply, tu n'auras pas beaucoup d'influence là-dessus. Donc je vais garder ça tel quel, comme ça vous allez voir, on va faire cette construction de cette ombre de manière un petit peu plus graduelle et intelligente, dans le sens où donc, j'ai toute cette ombre-ci qui est portée, on peut lui diminuer son opacité, mais ça ne rend pas forcément le côté forcément plus réaliste pour autant. Donc on va dire, tiens, on peut faire un flou gaussien aussi. Mais je vais vous montrer une astuce assez intéressante, et c'est quelque chose justement, on va pouvoir contrôler le flou et avoir un flou différent, et un flou plus intelligent, plus naturel. Et pour ça, on va dans Filtre, Blur Gallery, Galerie de flou, et Fill Blur. Et Fill Blur, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée des points qu'on peut placer, mais évidemment c'est lié au calque d'ombre, évidemment, donc sur mon personnage ça ne voit pas. Donc on peut placer un point de flou et modifier, donc par exemple si je le place ici, et modifier cette intensité de flou. Alors c'est un filtre, galerie de blur, galerie de flou, et flou de... Fil de blur, c'est fil de champ, je pense, pas de surface, mais de toute manière, c'est très simple. Quand tu vas filtre, blur galerie, tu peux prendre n'importe lequel, mais c'est le premier, et du coup, tu peux quand même appliquer différents effets. Ici, choisir fill blur, iris blur, tilt shift blur, path blur, spin blur, c'est tous des effets différents. Mais nous, on va travailler avec fill blur. Mais du coup, tu vois, je crée un point d'ancrage ici, sur lequel je vais pouvoir contrôler l'intensité du flou. Mais là où c'est cool, c'est que regarde, je vais mettre un point d'ancrage ici, avec un gros flou, mais je en crée un deuxième à la jonction ici, et là, je vais mettre un flou beaucoup moins fort. Beaucoup moins fort. Beaucoup moins fort. Voilà, encore. Non, là, c'est bien. Et je vais en créer un ici. Et je vais en créer un ici, où je vais diminuer le flou aussi. Et donc là, mon flou, il y a un dégradé qui se fait de l'intensité du flou vers un flou très flou, vers un flou moins flou. Mais vous voyez que ce dégradé n'est pas super souple. Il y a une transition, mais c'est pas grave, parce qu'on peut le déplacer. Tu vois, une fois que tu as cliqué sur ton point de flou, tu as l'espèce de courbe autour, et tu peux modifier l'intensité. Mais tu peux le modifier ici aussi. Tu as ton réglage d'intensité, tu peux le modifier là aussi. Mais du coup, si tu vas avoir un dégradé, tu vois, tu peux le déplacer. Et tu vois, mon dégradé, maintenant, il est beaucoup plus subtil. Ici, il reste très flou. Je peux aller là. Et du coup, tu peux vraiment contrôler l'intensité de ton dégradé, comme tu le sens. Et du coup, avoir déjà un premier niveau d'ombre beaucoup plus contrôlé avec ce flou très contrôlable. Ça, c'est un outil
absolument génial parce que du coup, tu peux vraiment faire des zones et des dégradés de flou hyper contrôlables, hein. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et tu peux même dire, voilà, avoir des effets de flou de bouger, de rajouter du bruit, du grain pour qu'il soit un petit peu plus réaliste. Tu vois, tu peux rajouter un petit peu de grain, évidemment qui est flou, mais qui se réalise. Maintenant, le grain, on va le travailler dessus après. On ne va pas s'occuper du grain maintenant. Donc ça, c'est mon premier calque de flou, le premier. Eh bien, je vais en faire un deuxième. Plus. Et ici, ben, soit je peux reprendre le même effet, soit je peux par exemple prendre le lasso circulaire, ça peut très bien marcher, et je vais faire par exemple une seconde zone ici. Hop, je vais aussi remplir avec du noir, et je vais aussi diminuer son opacité. Mais attendez, je vais revenir en arrière. Pourquoi? Parce que voilà, mon lasso, il a ici ce qu'on appelle une transition avec un flou assez élevé. Donc ça, je dois le diminuer parce que j'ai envie d'une transition nette. Et je vais refaire du coup un nouveau lasso. Vous pouvez le faire avec différentes méthodes de sélection, on s'en fout. C'est vraiment pour faire une espèce de forme un peu quelconque. Je vais le remplir avec du noir, ici. Ok, on peut de nouveau, avec l'option d'effaçage, tu peux cliquer, majuscule, cliquer pour être sûr qu'il ne déborde pas par exemple. C'est pas grave si la forme ne ressemble à rien. De nouveau, il n'y a aucune inquiétude. Alors, donc j'ai utilisé l'outil gomme, E pour l'outil gomme. J'ai cliqué une fois et puis majuscule pour faire une ligne droite. Voilà. Donc, et lui aussi, de nouveau, je vais faire le même effet. Je vais diminuer déjà un petit peu son opacité, comme ça. Et je vais aussi toujours retourner dans Filtre, toujours le même, Blur, Fill Blur. Et pareil, j'en mettrai un ici, avec un très petit flou. J'en mettrai un ici, hop, avec un très grand flou. Hop, j'en mettrai un ici, toujours avec ce très grand flou. Et en mettre un ici, avec un très petit flou. Après, toute une question de jugement, de distance entre les deux. Tu vois, mais du coup, il y a cette espèce de transition qui commence à se faire presque naturelle, avec cette espèce de dégradé qui se passe ici. Alors, on va faire OK. Modifier encore un petit peu l'opacité, par exemple. Alors, c'est étrange. Il y a ici, normal, multiply. Je vais peut-être le laisser en normal aussi. Il y a une petite luminosité qui apparaît ici. Donc, on va juste faire avec un masque, voir si... Pourquoi est-ce un mode brush? Ah, évidemment, je suis en eraser, donc je vais repasser en pinceau, sinon ça ne sert à rien. On va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de... Ok, donc c'est plutôt l'étirer qu'il faut. C'est dans les faits, donc malheureusement, j'ai fait une semi-bêtise. J'aurais mieux fait de transformer mon calque en calque dynamique. Comme ça, j'aurais pu réouvrir. D'ailleurs, je vais recommencer, ça va être plus simple. Je vais faire un nouveau calque. Je vais refaire ma forme ici. Comme ça. On va remplir avec de noir. Désélectionner. Et là, je vais convertir mon calque en Smart Object. Parce que du coup, on va pouvoir l'intégrer et revenir sur les réglages si on veut. Je vais refaire mon Blur Gallery, qui est au même endroit. Mais du coup, voilà. Celui-là, on enlève. Voilà, là, il est déjà beaucoup mieux intégré. Là, il est beaucoup mieux intégré aussi. Voilà.
santé. OK. On va faire OK. Diminuer son opacité. Allez, mec. Voilà. Et du coup, comme on a fait un calque dynamique, si jamais mon réglage ne plaît pas, bah, je peux le masquer, je peux le révéler, je peux l'enlever. Et vous voyez que la forme que j'ai faite peut être très approximative, c'est pas dramatique, hein. Je vais faire un nouveau calque et je vais refaire encore une nouvelle zone. Mais celle-ci, je vais encore lui diminuer son opacité. Comme ça. Et je vais faire encore une nouvelle zone, mais plus réduite encore. Je vais faire cette zone-ci, tout simplement. OK. Toujours remplir avec du noir. Désélectionner. Convertir en objet dynamique. Et là, je peux faire simplement un flou gaussien. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-ci. Pas trop fort, mais fort quand même. OK. Et là, on peut le modifier aussi. Si jamais on veut le modifier au niveau de sa morphologie, on peut diminuer son opacité. Et si on veut modifier sa morphologie, je fais un commande T. Et je peux faire du coup Warp pour lui dire, tiens, adapte-toi quand même un petit peu à tout. Comme ça, on adapte sa morphologie. Je fais Enter et mes filtres s'adaptent. Mais on voit par exemple ici, j'ai un petit peu de flou qui déborde. Donc on peut faire là aussi un masque, pinceau. Hop. Vous voyez que plus fort. Hop. Et peut-être ici aussi un masque. Alors, où ça se situe? C'est peut-être lui alors. Je ne sais pas d'où vient. Mais avec du noir, Igor, imbécile. On va y arriver. Donc non. Donc non. C'est bien sur celui-là. C'est bien sur celui-là, ouais. OK. OK. Et je vais quand même encore diminuer son opacité. Voilà. Et le dernier truc que je vais faire, de nouveau au-dessus, petite hop, et lui, tout simplement là avec un pinceau noir, je vais faire juste un petit liseré. Au contour, même si mon sujet est noir et que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est le petit détail. OK, et je peux tout petit peu le monter pour qu'il soit plus délicat. Et lui aussi, on va lui faire un petit flou gaussien, évidemment moins fort. Comme ça. Là, on a commencé à créer une ombre, à part ce triangle ici du milieu. J'aime pas trop la forme. Et on a commencé à créer une ombre déjà un petit peu plus réaliste. Donc celui-ci, je vais encore diminuer son opacité. À ce niveau-ci. Et si je rentre dessus, je peux lui modifier un peu sa forme si je veux. OK. Là, il est adapté et c'est déjà un petit peu plus vu. Donc là, on a commencé à créer une ombre un petit peu plus réaliste dans les dégradés et un peu plus réaliste surtout dans un peu la gestion des flous à ce niveau-ci. Vous voyez, surtout ce qui est intéressant, c'est la diffraction de l'ombre sur le sabre laser qui est du coup un petit peu plus réaliste aussi. Voilà, maintenant je vais rassembler toutes ces ombres. Et d'ailleurs, juste au-dessus, pour le moment pas besoin, mais on pourra peut-être avoir besoin de rajouter un petit peu d'ombre sur la robe au cas où. Donc, je vais hop, commande G, grouper. Donc, toutes les ombres sont groupées. Et je peux aussi le transformer, parce qu'on peut avoir besoin de faire des effets dessus, en calque dynamique. Et
c'est pas que ça s'aplatit, c'est comme si ça crée un espèce de container. Tu vois, du coup, et d'ailleurs, j'ai oublié de grouper celui-ci dedans. En gros, voilà, toutes les ombres sont rassemblées dans un groupe ici. Et si je fais converti en objet dynamique, bah, ça va me permettre de faire des effets plus simples là-dessus. Mais si jamais je veux re-rentrer et remodifier ça, je double-clique dessus, tu vois, il va s'ouvrir ici. Et je peux le modifier, mon groupe est là, je peux tout modifier ici. Donc, par exemple, je peux, ici au-dessus, je peux faire un calque de teinte saturation, lui demander de mettre colorisation, évidemment ici. Il ne veut pas, super. Et les options à actualiser tout de suite. Voilà, mais attends, teinte de saturation, il ne veut pas le modifier, donc on va lui appliquer autre chose. Allez, on va lui mettre couleur solide. Non, c'est pas normal, il aurait dû au moins adapter ici. Teinte de saturation. Ok, passons, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, mais color overlay. Non, il ne veut pas être full ma gueule, tant pis, va te faire foutre. Mais en gros, si tu fais des modifications ici, tu sauvegardes et ça s'adapte ici. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait avec le logo sur le t-shirt? C'est la même chose. Et là, par exemple, je peux, donc je vais réactiver ça, je vais réactiver ça. Je peux grouper tout ça. Ce calque-là, ce calque-ci, mon Obi-Wan, son ombre, commande G. Et je peux lui aussi le convertir, par exemple, en Smart Object. Le fond, j'ai tout groupé et j'ai converti en objet dynamique. Comme ça, du coup, tout mon Obi-Wan, tout mon personnage Obi-Wan est là. Tout bouge ensemble, c'est l'avantage. Et par exemple, regarde, je fais un commande T et je fais flip horizontal, Enter. Voilà, si je mets R2D2 là, tu vois, tout s'adapte à ce niveau aussi. Donc là, on a fait l'ombre, mais on n'a pas fait la réflexion encore. Tu vois, parce qu'il faut une réflexion aussi dans le sol. La réflexion peut se travailler de la même manière que le R2D2 pour le moment, on peut le cacher. La réflexion peut se travailler, ça on n'en a plus besoin. La réflexion peut se travailler techniquement de la même manière que l'ombre. Je vais faire ici un petit commande J par exemple pour dupliquer ça, mais je vais juste rentrer dedans pour masquer l'ombre parce que la réflexion, je n'ai pas besoin de l'ombre. Je duplicate, save. Mais le problème, vous voyez que comme je suis sur un calque dynamique, il a masqué l'ombre de l'autre aussi. Ça, c'est la force et l'inconvénient des calques dynamiques. Donc du coup, la copie, je vais juste la reconvertir de nouveau en pixels. Et je vais réouvrir ici pour réactiver l'ombre et sauvegarder. Donc du coup, mon Obi-Wan de base, il a son ombre, mais ma copie ici n'a pas d'ombre. Et là, je fais aussi un commande T, hop, perspective, et là, je vais aussi le... On va le placer en dessous, et on va aussi le... Attendez, je vais le... Allez, mec. On va placer comme ça, et puis on va refaire échelle. Hop. Ok, Enter. On place évidemment en dessous. Voilà, et lui on va aussi par contre, donc là ma réflexion on va dire est placée. On peut essayer de trouver un mode de fusion qui l'intègre mieux par exemple. Parfois ça suffit, comme ça il y a un peu de transparence. Screen, c'est pas mal. Screen, c'est pas mal. Light and Color. Non, moi j'aime bien Light and Color. Parce que vous voyez que
la lumière blanche étant plus claire, donc lighten color, c'est pas trop mal, je trouve que ça s'intègre bien. Mais on va aussi lui mettre un masque avec un petit dégradé. Voilà, comme ça, il est plus progressif. Et là, si on veut, ben on peut aussi, par exemple, les grouper. Et comme ça, tout le Obi-Wan. Allez, Obigore. Tout est groupé dans le même groupe. Et quand on le déplace, ben on a l'ombre, on a... Ah, mais du coup... Voilà. Ça, c'est un problème de sélection de Photoshop. Si je déplace un calque, il va ouvrir le dossier. Donc c'est pour ça que je vais là aussi nouveau, ça va être plus simple, surtout pour les manipulations. Encore une fois, mais c'est pas grave, on peut en faire autant qu'on veut, convertir. Et vous voyez que tout mon Obi-Wan avec son ombre et sa réflexion, elle est là et du coup elle s'intègre. Avec mon mode de fusion, quand je vais dans les tons clairs, ben, ça permet de l'intégrer de manière plus dynamique avec le fond, avec le sujet. Ça, c'est pour Obi-Wan. Dernier petit truc qu'on peut faire, évidemment. Là, je ne me suis pas occupé de beaucoup d'R2D2. Hop, commande T, je vais juste appliquer les mêmes réglages de couleurs. Je vais lui faire un flip. OK. Enter. On va le positionner. On va aussi lui faire une commande de J pour le dupliquer. Et on va faire la même chose. On va lui faire une réflexion aussi. Distort. Hop, pas oublier de le placer en dessous. T. Un petit masque. Hop, et on va essayer de voir les modes de fusion. Qu'est-ce qui s'accorde bien? Il n'y a pas grand-chose qui donne un coup de main, donc autant laisser en normal. Diminuer l'opacité et lui mettre, lui, un léger flou gaussien. Très léger. Hop, et encore diminuer l'opacité. Et ici, quand même, encore le... Voilà. Tantiner moins. Voilà, là, le reflet d'R2 est déjà un petit peu plus... On peut évidemment le déplacer un peu. Voilà, je ne sais pas s'il est dans le bon angle, mais non. Alors, on va faire quand même perspective. Déplacer encore un peu comme ça. Alors, pour ça, tu fais un clic droit et tu peux modifier du coup pour avoir différentes méthodes de transformation. Et perspective, par exemple, ça va permettre de vraiment modifier tu vois, l'aspect visuel qu'il va rendre. Et le warp, ça va permettre, bon là il veut pas parce que c'est, il est associé à un masque, mais le warp ça va permettre, c'est un peu comme fluidité en fait, mais avec moins d'options. Tu te rappelles l'outil fluidité, Liquify, ça permet de déformer quelque chose. Voilà, c'est pour la déformation. Warp ça va permettre par exemple de simuler le fait de retourner une page, des trucs comme ça. Hop, oui.
Sur InDesign? Bah, Illustrator, oui, mais InDesign? C'est pas énorme, c'est vraiment un reflet, c'est la bouteille qui se reflète vraiment sur le sol. Et j'ai jamais compris ça. T'as pas le fichier? C'est pas ici. Non? Bah, Photoshop, oui. Illustrator, oui. InDesign? Bah, sûrement quelque part, hein. Mais je t'avoue que je ne connais pas assez InDesign que pour te dire ça. C'est peut-être, tu vois, InDesign, tu as aussi quelques effets que tu peux appliquer, mais à moins que ça soit un calque caché qui s'affiche pas forcément dans tous les programmes, mais c'est, enfin, Ah, en fait, ça se trouve, il avait dupliqué le calque, il avait mis en dessous et il avait fait un dégradé. ouais, mais tu aurais dû voir ton calque quand même. Ah oui, non, ça, je comprends. T'as pas vu de calque, donc c'est ça qui est bizarre. Mais voilà, si tu veux faire un effet de reflet, fait que tu fais, voilà, tu fais comme j'ai fait, tu vois, tu le multiplies, tu le transformes, tu l'inverses et tu fais un dégradé. Le principe est exactement le même, mais tu peux faire des masques dans InDesign pour faire un petit dégradé aussi. Tu peux aussi le retourner, l'inverser, mais qu'il ne soit pas visible quand tu regardes le fichier source, c'est pas normal, quoi. Ou alors c'est vraiment un calque spécifique dans InDesign, mais c'est possible. Enfin, c'est possible, mais c'est chelou que relou et tout. Donc ici, voilà, juste pour R2D2, on va faire simple au niveau de l'ombre, par exemple. Calque seul, hop, pinceau. Et sous lui, je vais juste faire ça. Commande G. Et qu'un flou plus grand, comme ça. Et modifier un peu l'opacité. Comme ça donne cette petite ombre. Et on peut rajouter, peindre un peu plus pour continuer s'il faut. Voilà. Dernier petit truc pour harmoniser. Je vous avais dit, hein, je pense à un moment donné, une fois qu'on a fait un petit peu toutes ces éditions, ces corrections, ces réglages et tout ça, une chose importante, c'est d'harmoniser le tout en finalité. Et pour harmoniser le tout en finalité, il faut voir la partie de l'image qui a le plus de grains en comparaison à la partie de l'image qui a le moins de grains. Vous voyez, quand on fait de la photographie, il y a toujours du grain, une texture. Il faut voir lequel a le plus de netteté, lequel a le plus de texture. Et on voit que les deux, ici, tu vois que tu as quand même une petite texture ici qui existe, un petit grain qui existe par rapport à Obi-Wan où la texture est déjà un petit peu moins présente. Et pareil sur R2D2, tu vois, tu as une texture qui est déjà un tantinet plus présente. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et attention, astuce, c'est un truc qu'on utilise souvent en composition. On va créer un nouveau calque, mais ce calque, on va le remplir de gris neutre. Donc il y a deux options. Soit on appuie sur la touche Option quand on crée un nouveau calque. On a une fenêtre de réglage qui permet de choisir un mode de fusion. On peut mettre Soft Light Overlay, peu importe. Et du coup, ça permet de cocher, remplir le calque avec un gris neutre à 50%. Mais Cette astuce, c'est pour ça, c'est pour créer un calque de réglage en mode gris neutre. Donc, un gris neutre en mode soft light ou overlay, qu'est-ce que c'est? Si je peins avec du noir, donc c'est les modes de fusion soft light ou overlay, ça va jouer sur le contraste de l'image. Mais si je suis sur un gris neutre, le gris ne se voit pas. Si je peins avec du noir, ça assombrit l'image. Si je peins avec du blanc, ça éclaircit l'image. Si je peins avec un gris neutre, il ne se passe quasiment pas grand-chose. Ok, mais on peut créer alors ça va être intéressant pour plein de raisons, mais on peut créer aussi un calque et remplir de gris neutre, majuscule retour arrière, et lui demander de remplir avec un gris 50%. Il y a différentes méthodes. Et là après on le passe en mode de fusion, overlay, soft light, peu importe. Pourquoi dans ce cas-ci on a créé un calque de gris neutre? Parce que ce calque de gris neutre va nous permettre d'appliquer du grain pour faire une copie du grain. Mais donc c'est un filtre. Noise, ajouter du noise, ajouter du bruit. Mais juste avant de faire ça, je vais quand même convertir mon calque, là aussi toujours en objet dynamique, parce que j'aime bien pouvoir revenir en arrière si mon bruit n'est pas suffisant. Je vais ajouter du bruit. Et là, tu vois, on a ajouté du bruit sur toute l'image. Le bruit, on peut le gérer en pourcentage. Beaucoup de bruit, peu de bruit,
uniforme ou gaussien. Ça, c'est une question d'esthétique de choix. Dans ce cas-ci, moi, je préfère gaussien. Monochromatique ou pas, tu vois ici dans la présentation que non monochromatique, ça va créer du bruit en rouge, en vert, en bleu. Et là, c'est juste du grain de texture. Et moi, pour ouvrir cette fenêtre, c'est majuscule et retourne arrière? Non, ça, c'est un filtre. Donc, ça, c'est filtre, bruit, ajouter du bruit. Donc, et là, on rajoute par exemple un grain de 10%, ça suffit, peu importe. Et donc, vous voyez que le grain est appliqué partout sur l'image, mais on voudrait appliquer ce grain, par exemple, seulement sur, de nouveau, Obi-Wan. On peut là aussi le passer en mode d'écrêtage, de clipping. Du coup, on voit que ce grain n'est appliqué que sur le Obi-Wan. Et par exemple, qu'est-ce qu'on constate? Ce grain, il commence à matcher, mais le grain, il est trop net. En général, quand on rajoute du grain, et sur ce grain, on va lui mettre un léger flou gaussien, très léger. Voilà, 0,6. Et oui, là, bon, voilà. Et là, la texture de Obi-Wan match la texture du fond. Et comme on l'a mis en mode écrêtage, ça marche. Mais quand vous regardez l'image, ici, on voit qu'on a du grain dans les tons sombres, mais dans les tons clairs, on n'a pas de grain. Donc du coup, il faut techniquement presque répliquer cet effet sur le grain qu'on a créé sur le personnage. Et pour ça, je vous l'ai déjà montré, c'est un truc que j'adore dans Photoshop, on le fait très très souvent, c'est, heureusement que c'est pas un examen, hop, ici, c'est le mode de fusion, c'est le blend diff. Donc ça veut dire que on peut lui dire, tiens, ce calque-ci, par rapport au calque du dessous, je veux que tu ne sois pas visible dans les tons sombres ou dans les tons clairs. Mais là, je voudrais que tu ne sois pas visible dans les tons clairs parce qu'il n'y a pas de grain dans les tons clairs. En général, le grain, c'est dans les tons sombres. Donc du coup, je vais cibler comme ça. Mais c'est peut-être visuellement, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, donc je vais un petit peu zoomer. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans les tons clairs comment ça joue un petit peu. Regardez autour de ma barbe là. Donc ce grain, cet effet disparaît un petit peu. Regardez sur le col ici. Là, il n'y a pas de grain. Et là, le grain commence à apparaître à ce niveau-ci. Mais on veut que ça soit un peu plus subtil que ça. Donc du coup, je vous rappelle, en appuyant sur la touche option, en ciblant cette zone-ci, ça va permettre de faire un dégradé. Et toute cette zone-ci donc, va commencer à être invisible, ne pas se voir dans les tons clairs. Et donc là, on va avoir du grain, mais que dans les tons sombres, mais pas dans les tons clairs. Ça va rajouter un petit peu au réalisme. Donc là, on a fait justement cet effet de grain sur Obi-Wan. Ben, il faut du coup dupliquer cet effet de grain sur R2D2. Et ici, c'est bizarre, j'ai oublié de faire le clipping mask. Voilà. Ça, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et pourquoi ça, c'est encore là? Ah oui. Je vais vite faire un calque après pour R2D2 et après je vais vous montrer un truc absolument génial que c'est un secret, j'ai pas le droit de vous le dire. C'est un truc de dingue dans Photoshop. Pour vous, graphistes, ça va vous aider à mort. Mais j'ai pas le droit de vous en parler normalement. Mais... Donc je vais copier ça et je vais le mettre au-dessus d'R2D2. Hop. Comme ça, du coup, on a aussi un peu le grain qui match sur R2D2. Je vais juste... Voilà, comme ça, il y a un peu plus de grain partout. Et c'est plus harmonieux. C'est ces petits détails-là hein, qui font que votre design, petit à petit, va prendre un petit peu vie. Et donc, regardez ici, le grain, Obi-Wan, je veux de nouveau convertir en objet dynamique. Comme ça, on sait que c'est Obi-Wan avec son grain. Là, de prendre le grain, la texture, hop, l'ombre et le reflet. Clic droit, je ne suis même pas obligé de faire un groupe si je ne veux pas. Je fais hop, convertir en objet dynamique et on a R2D2 avec son reflet, son grain, son ombre. Obi-Wan avec son reflet, son grain, son ombre. Regardez, je vais nommer les calques. Obigore. R2D2.
2, D2, on s'en fout, bref. Le calque du dessous, j'en ai plus besoin. Non, Igor, c'est pas celui-là que tu n'as plus besoin, c'est celui-ci, j'en ai plus besoin. Le double de mon fond, j'en ai plus besoin. Donc là, j'ai mon fond. Je vais appeler fond. J'ai mon R2D2. J'ai ça. Là, je vais vous montrer donc un petit secret, mais avant de faire ce petit secret, je vais créer un nouveau calque vide de texte. Quel typo je mets tes lunettes, Igor. Ah, je vais prendre ces typos-là, j'adore ces typos-là. Hop, Igor. Hop, et on va. Normal. Ouais. Bah, elle est pas. Putain, mais je suis dyslexique moi en plus. Elle n'est pas super lisible ici, c'est dommage. Mais c'est une typo que j'adore. On va essayer en blanc peut-être. Voilà. Voilà. Obigor. Alors, qu'est-ce que j'ai créé? À la limite, on peut même mettre un petit truc comme ça. Le vrai grand secret de Photoshop, c'est quoi? Imaginez que vous avez fait une composition avec un logo, avec du texte, avec différents éléments, différentes images. Ah oui, juste avant de vous parler de cet immense secret, je vais vous faire un dernier petit truc pour que tout s'harmonise. Quand on a fait une composition avec différents éléments, si on veut être sûr que tout, il y a une ambiance, on a matché le grain, la texture, la lumière, tout ça, on va vite faire encore un dernier petit truc absolument génial qui s'appelle Color Lookup. Et en fait, ça, on va utiliser une technique de cinéma, de télé, pour appliquer en fait sur son image un truc, vous avez déjà entendu parler de color grading. Quand on fait du montage, des trucs comme ça, de la vidéo, on va toujours faire du color grading pour donner une teinte. Vous voyez toutes les... vous voyez Matrix? Quelle couleur est le film Matrix? De quelle couleur sont les images du film Matrix? C'est vert. Oui, l'étalonnage, c'est le color grading, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, tu as beaucoup de films comme ça où ils vont donner une dominante. Les dominantes classiques dans le cinéma, c'est teal and orange, ou vert, ou des trucs comme ça. Il y a toujours ça dans le cinéma pour donner un effet. Et ça à l'œil humain, ça passe, mais ce n'est pas des couleurs naturelles, mais ça passe. Et en fait, on peut appliquer ça. Donc, c'est ce calque de réglage-ci qui s'appelle Color Lookup. Et les LUT, c'est les Lookup Table. Donc, c'est du color grading de cinéma, mais qu'on peut appliquer à Photoshop. Et de base, ça, c'est ceux qui existent déjà. Tu vois, et du coup, tu en as plein avec plein d'effets, Candlelight, Chris Winter, tu peux créer les tiens si tu veux. Edgy Amber Heard, Fall Color, tu en as plein. Le Moonlight, le Night from Day, qui est quasiment le même. Le Soft Warming, qui est pas mal, il y a ce petit côté rétro. Le Teal and Orange, qui est un peu classique dans le cinéma. Tension Green, là on est dans Matrix, tu vois. Mais j'aimais bien le Soft Warming. Et là, ça donne du coup une dominante. Et ça harmonise parce que c'est la dominante qui donne sur toute l'image. Et ça permet de donner ce côté un petit peu réaliste aussi. Un truc que je ne comprends pas avec la cellule, c'est qu'on ne peut pas les utiliser quand on est dans la cellule. C'est normal. Mais c'est chiant, du coup, comment on fait? Par exemple, si on veut appliquer, peut-être on est obligé de le faire avant et puis de passer seulement à la fin de la CMJN, mais Pourquoi? Parce que le CMJN, regarde ici. Si je fais View, dans Photoshop, on peut ici dire tiens, mais putain, pourquoi j'enlève mes lunettes? Je devrais me les graver, quoi. Je vais dire tiens, mon espace, mon profil de couleur, Fogra 39. Si je ne vous l'ai pas déjà dit, rappelez-vous bien de ce mot Fogra 39. C'est l'espace de couleur classique de l'impression. Et du coup, Gamu Warning. Ah oui, Proof Color. Et Gamu Warning. Ici, il n'y a pas de perte, mais par exemple, si je passe mon image maintenant en CMJN, là, il va effacer certains réglages. Donc, si je fais OK, et il va demander d'aplatir des calques parce qu'évidemment,
Le CMJN, c'est un truc très classique pour tout ce qui est impression. Le problème, comme je l'ai déjà dit, le CMJN, ça a beaucoup moins de couleurs, donc ça pose souvent des problèmes de conversion de couleurs. Et cette conversion de couleurs, dès qu'il y a une conversion, il y a une perte. Et le problème, c'est que les LUT va utiliser des plages dynamiques, donc c'est la variété de couleurs, le GAMU, rappelez-vous du GAMUT, la variété de couleurs beaucoup plus étendue que le CMJN. Et si tu passes en CMJN, tu vas avoir une modification de couleur qui va être peut-être plus draconienne. C'est pour ça qu'il ne veut pas le faire. Donc là, tu dois d'abord faire ton design. À partir du moment où tu as des images, tu as de la photo, des trucs comme ça, commence à bosser en RGB et en finalité, à la dernière étape, tu le convertis en CMJN. Toujours mieux. Si par exemple tu fais un document dans InDesign, InDesign de base travaille en CMJN, mais que tu dois travailler sur des images, travaille sur tes images dans Photoshop, convertis-les à la fin en export, ou ici tu peux faire édition par exemple, Color Settings, Assign Profile, tu peux dire tiens, bon là je ne vais pas le faire, mais tu peux lui demander convertis au format CMJN. Et quand tu exportes la photo même en JPEG, elle peut être en CMJN et du coup l'importer, tu n'auras pas de perte parce que c'est Photoshop qui va le faire. À partir du moment où tu as une conversion à faire, essaie de le faire toi-même pour avoir le contrôle. Si tu laisses le programme faire la conversion, tu ne sais pas quel choix il va prendre. Et parfois il est faux. Donc ici, ouais. Et puis tu vas dans Images et tu fais espace CMJN. Attends, on va tester. Black and white. Bon, on va faire OK. Hop, on va faire OK. Tu dois le faire après, mais tu vois, il ne veut pas faire du black and white après. Mais pourquoi il ne veut pas faire du black and white? Reviens sur le réglage black and white. Parce que ton réglage black and white, il se base sur le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, toutes les couleurs. Mais comme il n'y a pas de rouge, de vert, de bleu, il ne sait pas. Tu vois? Donc si jamais tu veux faire du noir et blanc après avoir converti, tu vois, on va faire redo. Si tu veux faire du noir et blanc ici, ben, tu dois faire du noir et blanc en passant par teinte saturation, désaturé. Mais là, tu vois, tu as une teinte, tu as une dominante. Donc tu peux peut-être dominer, colorize, essayer de trouver une teinte. Le problème, c'est qu'en CMJN, voilà, là ça passe. Je vais pas. Tu vois, donc tu dois faire colorize. Et là, du coup, tu peux avoir un contrôle, mais ton contrôle, il sera moins bon, évidemment. Parce que le CMJN, étrangement, même si tu peux faire du noir et blanc, parce qu'il y a du noir, mais dans les dégradés de gris, ça sera des demi-teintes, ça sera de la trame. CMJN, c'est noir, quoi, c'est pas gris. Donc, s'il va faire du gris, il va faire de la trame. Et tu vois ici, si tu fais pas colorize, tu n'auras évidemment pas de tas de beaux trucs. Après, tu as d'autres méthodes, mais tu as les... Oui, tu peux, et tu as aussi... Regarde. Hop. Tu as le gradient mapping que je vous avais montré tout à l'heure, là. Vous allez dire, tiens, ça, mec, c'est noir. Ça, mec, c'est blanc. Puis après, tu dois... Non, pas là. Tu dois jouer avec cette espèce de valeur de contraste. Cette espèce de valeur de contraste ici pour savoir quel type de contraste tu veux, par exemple. Mais ouais, c'est chiant. Attendez, je vais revenir en arrière. Ok. Donc là, je suis en... je suis toujours en RGB. C'est quoi cette histoire? Voilà. Alors, gros secret. Gros secret de Photoshop que personne n'utilise. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît ce truc-là, vous devez me jurer de vous taire de ne pas le répéter plus tard.
c'est un truc de dingue qui, pour vous, peut vous être utile. Donc ici, j'ai juste, j'ai le fond, j'ai le robot, j'ai moi, j'ai le texte. Je peux mettre un logo dessus, peu importe. Il y a un truc de dingue dans Photoshop. On va dans Fichier, Générer, Image Asset. Quelqu'un connaît ça? C'est génial. Déjà, avant toute chose, je vais sauvegarder mon PSD sur le bureau. Je ne sais pas où j'ai sauvegardé, donc je vais faire Save As sur le bureau, enregistrer en Photoshop, peu importe. Ok, il est sur le bureau, pas de souci. Je vais faire Générer Image Asset. Mais il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien, pourquoi? Parce que maintenant, il faut bosser un peu. Et quand je dis qu'il faut bosser un peu, il faut nommer ses calques. Et là, c'est un truc de dingue. Regardez ici, Obligor, je clique, je fais un point JPG, Enter. Je vais voir sur le bureau. Il m'a créé normalement, donc j'ai mon PSD, hein, ici, mon fichier Photoshop qui est là. Et il m'a fait, ici, un dossier, Asset. Il m'a automatiquement créé, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est lui qui a créé automatiquement. Et quand je clique dessus, il m'a automatiquement exporté le JPEG seul en truc autonome. Merci de la question. Regarde ici. Tu veux l'exporter à 50% de ta taille, tu fais 50%. Mais tu veux l'exporter avec une compression de, allez, 40%. Tu mets 40%. Tu fais Enter. Il est plus, c'est super, il va peut-être le remettre. Parfois, il prend une petite seconde, parfois pas, ou peut-être ici. Je vais peut-être mettre un espace, quelque part. On va mettre un espace, et on va mettre un espace. Enter. Hop. Et là, il te met erreur texte parce que j'ai mis... OK. Et du coup, tu vois, c'est en live. Et là, il ne veut pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais le faire un à la fois pour voir. Allez, mec. Ok, donc c'était celui de devant qui ne veut pas. Tu fais Enter. Allez, mec. Marche un peu une fois dans ta vie, quoi. Ben, normalement, il le fait tout seul, mais je ne sais pas pourquoi. Là, il me casse les couilles. Ouais, regarde. Mais regarde ici, R2D2. Je vais mettre .png plutôt que JPEG. Je fais Enter. Ah, tu vois, là, il a remis en normal. Mais en PNG, il a gardé la transparence. Du coup, tu peux sauvegarder au format transparence. Ici, le hobby Igor, on va mettre .png. Et là, devant, on va quand même mettre 200%. Enter. Voilà. Et là, ça a augmenté la taille à 200%. Et donc là, il a sorti un PNG à 200% de la taille de mon document de base. Si jamais tu veux cropper une zone, donc par exemple ici, regarde, tu veux ici cropper, tu mets un masque, paf, ben, tu exportes que cette zone-là. Pourquoi c'est intéressant? C'est, imagine, tu fais une affiche, tu fais un projet de site web. Tu fais un logo là, tu fais un élément graphique là, tu fais une colonne là, tu fais une table là. Chaque couche, chaque calque, tu peux les nommer avec un JPEG, un GIF, un PNG, un truc comme ça, avec des valeurs que tu choisis au niveau de taille, mais au niveau compression, je vais revenir en arrière pour être sûr de bien le faire. Je vais dupliquer ça. Voilà, ça c'est dupliqué. Igor.jpeg. Je vais le sauvegarder une fois. Il est là.
Hop, si je fais un commande I, il fait 25K. Ok? Je reviens ici. Je vais mettre 40%, Enter. Et vous sauvegardez aussi commande. Ça sauvegarde tout seul. Commande SA tout ça? Ça sauvegarde tout seul. Chaque fois que tu crées à partir du moment où tu as fait fichier, générer image asset, chaque fois que tu veux mettre un nom de fichier derrière, .png, .gif, .jpeg, ce que tu veux, chaque fois ça sauvegarde. Chaque fois que tu fais Enter. Et donc ici, est-ce qu'il a marché? Là, il fait plus que 8K. Donc ça veut dire qu'il a fait une compression jusqu'à 40% par rapport à avant. Regarde, devant, pas ici Igor, on va y arriver. Je vais mettre 50%. Donc devant c'est la taille, derrière c'est la compression. Mettre ici Igor, Enter. Hop, il est plus petit qu'avant. Il a diminué la taille, il a diminué la compression. J'ai plus qu'un document de 4K. Si c'est intelligent dans le sens où si j'enlève et je fais juste Igor, j'enlève le .jpeg, je fais Enter, il a supprimé le fichier. C'est dynamique. Dynamique. Donc si tu mets un logo vectoriel, bah, tu peux sortir ton logo vectoriel comme tu veux. Regarde, on va juste faire une petite... Hop, on va trouver ici un petit shape. Allez, une petite shape ici. Et puis vous pouvez se renommer avec JPEG, il n'y a pas de souci. Bah, regarde. Palm icon.jpg. Paf, il est là, en JPEG. Tu vas le mettre en... Je clique trop vite. PNG. Hop, il est en PNG avec de la transparence. Mais tu le veux en PNG et en JPEG, bah, tu dupliques ton calque. JPEG. Ah, bonne question, tiens. Normalement, ça, avec, j'ai jamais essayé. Non, là il veut pas EPS. C'est une extension pas supportée. Mais ça permet de faire plein de trucs, quoi. Je pense pas non plus. Non. Et quoi? PD. Bah écoute, on peut. Oh, Igor, tu dors. PDF. PDF non plus. TIFF non plus, donc c'est JPEG et PNG, quoi. Et peut-être GIF. Ouais, GIF tu peux, donc c'est JPEG, PNG, GIF. Et je me demande si... Ah non, je pensais faire 2 fois, mais ça marche pas comme ça. Mais donc c'est un truc de dingue. Maintenant, ça existe dans Illustrator aussi, hein. Ouais, c'est par exemple... Mais ça, je crois que vous devez le savoir, je pense, non? Mais c'est juste ailleurs. Par exemple, je vais reprendre ce petit projet-là qui n'est pas top, mais on s'en fout. On a ici, vous voyez dans le plan de travail, on a ici l'option exportateur de fichiers. J'ai des calques ici, hein, dans Illustrator. Tous mes calques sont là. Si je sélectionne tous mes calques, je peux demander, tiens, exporte-moi une fois en PNG, tout ce que j'ai sélectionné par exemple. Exporte-moi une fois à 50% en JPEG. Il faut évidemment en sélectionner. Au revoir. Et tu fais exporter, tu définis un dossier sur le bureau, peu importe, tu fais sélectionner.
Et il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais santé. Mais normalement, sur le bureau, tu as tes dossiers. Voilà. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas, mais là, il est censé les avoir exportés, il les a pas fait, mais je ne sais pas pourquoi. Tu as même déjà des paramètres prédéfinis pour iOS et Android. Évidemment, ça, c'est les nouvelles tendances. Et peut-être, du coup, si tu fais... Ça, c'est étrange, parce que là, il aurait dû générer sur le bureau, il l'a pas fait. Donc, c'est peut-être un bug. Et comme c'est des principes que peu de personnes utilisent ça dans Illustrator et Photoshop, peut-être qu'ils règlent... C'est comme tous les bugs. Hein. Tant que tu n'as pas 40 000 personnes qui vont dire « il y a un bug là, il y a un bug là, il y a un bug là », ils ne vont pas y toucher. Hein. Mais donc, du coup, de nouveau, c'est un outil qui est assez performant. Et c'est utile. Moi, évidemment, vous le savez, j'utilise beaucoup plus Photoshop qu'Illustrator InDesign. Mais voilà. Ce qui conclut le vote du jury.